Et donc, comme vous le savez, ce cours est dédié au dialogue Le Banquet. Pourquoi le banquet? Le banquet, c'est là où Platon, Socrate, d'abord sont en relation avec une prêtresse, qui s'appelle Diotima, la voici, une de ses représentations. Et d'autre part, pardon? Ah oui, tu peux parler, je l'éteins. Merci. Il faut que j'éteigne mon téléphone parce que sinon ça détruit les oreilles des gens qui écoutent en ligne le cours. Voilà. Oui, donc, nous lirons le banquet, nous acheminons vers le banquet, d'abord parce que dans le banquet, il se passe quelque chose, tout de même, à mon avis, d'assez étonnant, qui est que c'est une prêtresse qui enseigne à Socrate. Une prêtresse, c'est-à-dire un personnage qui vient du monde de ce qu'on appelle le mythos, ce qui veut dire mythe. Mythos, qui s'écrit, voilà un dessin d'Elsa. J'ai montré des photos de son petit frère et des images vidéo, mais elle dessine aussi. C'est pas moi qui ai demandé. Il y a un petit lapin. Il y en a même deux, il y a une famille de lapins. Les petits n'ont pas le droit de sortir. Mythos, ce qui est traduit par mythe en français. Hein. Le Y, ce qu'on appelle le Y, c'est en fait, ça se prononce U en grec. Donc on dit mythos. Diotima, c'est un personnage de la société du mythos, c'est-à-dire de la société de la croyance, la société de la magie quasiment. Hein. Pas exactement de la magie. C'est plus une société de magiciens. Les sociétés de magiciens sont des sociétés chamaniques. Là, on n'est pas dans une société chamanique, mais dans une société qu'on appelle mythologique. À propos de la Grèce, archaïque. Archaïque n'ayant aucune valeur négative. Ici, archaïque, ça veut dire le plus ancien. Mais le plus ancien, c'est pas négatif nécessairement, au contraire même. Dans certains cas, on le verra plus tard, c'est même extrêmement positif. Quoi qu'il en soit, en principe, on pose que Platon et Socrate sont les personnages qui ont fait passer de la société du mythos à la société du logos, celle dans laquelle nous vivons encore, une société où les choses sont logiques. Principe de causalité, principe de contradiction, etc. Voilà, on doit raisonner logiquement, on nous enseigne à l'école à faire de l'analyse logique, par exemple, etc., etc. À travers la grammaire, d'ailleurs, on y reviendra aussi. Donc, en principe, Socrate et Platon, ce sont les fondateurs de la société du logos, et on oppose la société du logos à la société du mythos. La société du logos, c'est une société qui se libère des illusions et des croyances du mythos. Eh bien, le banquet, c'est très étonnant, parce que le banquet, c'est là où pour la première fois, pratiquement, et pour la seule fois où on voit vraiment Socrate se faire dire, non pas une leçon, mais en tout cas, être sous l'autorité, d'ailleurs c'est une histoire qu'il raconte, hein, sous l'autorité de quelqu'un, ce quelqu'un s'appelle Diotima. Or, cette Diotima, c'est une mystagogue, une prêtresse, c'est-à-dire une femme qui initie au mystère du quoi? Du mythos, au mystère de la société traditionnelle. Tout à coup, la philosophie se met sous l'autorité, le logos se met sous l'autorité du mythos, alors que d'habitude on les oppose. Ça m'intéresse. Ça ne m'intéresse pas simplement en soi je trouve ça évidemment très intéressant. On va voir tout à l'heure qu'il y a un spécialiste, Dodds, s'y est intéressé, pas dans ces termes-là, mais consacré à un livre dont je vous avais déjà parlé, qui s'appelle Les Grecs et l'irrationnel, puisqu'on appelle le mythos, on appelle ça aussi l'irrationnel. Mais la raison pour laquelle ça m'intéresse, c'est pas simplement en soi, c'est aussi parce que dans ce dialogue du banquet, Diotima, cette belle femme là que vous voyez, qui est plutôt une femme âgée dans le banquet, eh bien Diotima initie Socrate au fait que la sagesse, c'est un rapport de désir.
Et que, on pourrait même le dire comme ceci, rigoureusement, la sagesse, c'est l'objet par excellence du désir. Or, le désir est délirant. Le désir, c'est quelque chose qui est de l'ordre du délire, parce que quand je désire un être, je suis prêt à faire n'importe quoi. Je peux perdre la tête, totalement, commettre un crime. Mais plus généralement, l'objet de mon désir, je le situe toujours sur un plan totalement incommensurable, et on pourrait dire, à la limite, pas que je ne franchirai pas, mais que je mets au conditionnel, à la limite, on pourrait dire, le désir, c'est l'objet de l'irrationnel, à proprement parler, c'est l'irrationnel. C'est le déraisonnable, si vous voulez. Eh bien, il se trouve que la sagesse est dans l'objet, dans la situation de l'objet du désir, dans le banquet. Voilà pourquoi le banquet est un texte extrêmement important. Donc, s'il y a un texte à lire dans Platon, c'est Ménon. Mais s'il y a un texte à lire après Ménon, c'est le banquet. Et c'est pourquoi nous allons lire le banquet. Et là, nous sommes en train de lire Ménon. Aujourd'hui, nous lirons Ménon, nous allons continuer la lecture de Ménon, mais en fait, nous n'allons pas réellement lire, nous allons lire des textes qui, à mon avis, il est indispensable de connaître pour pouvoir comprendre ce qui est en jeu dans Ménon. Car c'est très compliqué ce qui est en jeu dans Ménon. Aujourd'hui, je ne vous lirai pratiquement rien du Ménon. Dans 3 semaines, je vous lirai les passages cruciaux de Ménon. Je vous en lirai un petit peu aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je reviendrai sur le mythe de Perséphone raconté par Socrate dans Ménon. Vous vous souvenez, on l'a déjà regardé très rapidement l'autre fois. Aujourd'hui, on va s'y appesantir un peu. Mais on reviendra dans Ménon beaucoup plus en détail dans 3 semaines. Là où, depuis le mythe de Perséphone, Socrate, d'un seul coup, va passer à la démonstration des conditions de calcul de la surface du carré, et donc va passer de la mystagogie pure à la rationalité pure. Et on va essayer de comprendre comment il peut faire ça. Qu'est-ce qui fait que cette conversion est possible? Tout à coup, on était retombé dans la mythologie, la mystagogie, l'irrationnel, la croyance, la poésie. On va beaucoup parler de poésie aujourd'hui. Comment, à partir de ça, il va rebondir vers la géométrie? J'essaierai de vous montrer ça en vous rappelant ce que je vous avais dit au début de ce cours, au début de l'année, au mois de septembre. N'oubliez jamais que les présocratiques, qui sont les grands-pères de Platon, Socrate désigne Parménide comme son père, et Xénophane, dont je vous parlerai aujourd'hui, est présenté comme le père de Parménide, père spirituel bien entendu. Donc il s'agit d'un grand-père et d'arrière-grand-père de Platon, spirituel. Eh bien, ces présocratiques, tous étaient à la fois fondateurs de cités. C'était d'abord ça leur métier. Leur métier, c'est pas un métier, c'est leur destinée, leur rôle. Ils ont tous fondé des cités. Certaines loin dans l'Ionie, c'est-à-dire dans des colonies. En fait, c'était des colonisateurs. Ils créaient des cités, ils instauraient des lois. D'autres, comme Solon, Athènes même, au cœur de la Grèce. Deuxièmement, c'était des poètes. Tous étaient poètes. Troisièmement, c'était des géomètres. Tous étaient géomètres. Le plus connu étant Thalès. Et quatrièmement, c'était ce qu'on appelle des physiologues, c'est-à-dire ceux qui parlent de la physis, c'est-à-dire ceux qui parlent de la nature, ce qu'on appellerait nous la nature. Ils essayaient de dire ce que c'est que la nature. Ils s'interrogeaient sur la nature, et en distinguant la nature du nomos, c'est-à-dire de la loi, du règne urbain, si vous voulez. N'oubliez jamais ça. Ça, c'est très très important. Chez ces gens-là, il n'y a pas d'opposition entre ces différents rôles. Ils les jouent en même temps. Ce qui ne va pas sans poser des problèmes, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ça pose certains problèmes. Donc nous nous étions quittés la semaine dernière, enfin il n'y a pas la semaine dernière, mais il y a 2 semaines sur les mystères d'Éleusis. J'y reviendrai d'ailleurs très rapidement aujourd'hui et plus longuement à nouveau dans 3 semaines. Avec cette prêtresse qui est Diotima. Diotima est une prêtresse. Nous la retrouverons bientôt, Diotima. Tiens, il me manque une... Ah bah mince alors, il me manque quelque chose. Je voulais vous montrer ce beau bas-relief. Vous ne le verrez pas, j'essaierai de vous montrer la prochaine fois.
qui est une représentation du banquet, de la scène du banquet entre Diotima et Socrate. Un bas-relief qui représente Diotima enseignant Socrate. Mon siège descend petit à petit, j'espère que... Doucement, je vais me retrouver dans la DES. Oui, ça doit pouvoir s'arranger. Bon, mais c'est pas grave, ce sera rigolo. Une situation. Donc Diotima, en voici une autre représentation, la voici apportant des fruits, comme cette jeune fille merveilleuse dont parle Hegel à un moment de la phénoménologie de l'esprit. Il parle de la Corée qui apporte des fruits. Voici donc une autre figure de Diotima. Aujourd'hui, pour commencer, je vous propose de faire retour à la figure de la prêtresse, de la mystagogue, de celle qui initie au mystère, dans la tradition des mystères d'Éleusis. Là aussi, j'ai fait une erreur de... Voilà, j'aurais voulu commencer par là. Où se trouve Éleusis ? C'est ici. C'est ici, vous voyez, c'est pas très loin d'Athènes. On y reviendra tout à l'heure sur une autre carte. C'est là que les Grecs, chaque année, se rendaient en procession, pas tous, mais beaucoup, pour aller pratiquer l'initiation en tant que ce qu'on appelle des mystes. À quoi ? Eh bien, à la mythologie de Perséphone. Ce qui est en jeu à travers Perséphone, qui est donc cité dans mes noms, c'est une citation évidemment pas littérale parce que c'est une tradition presque encore orale, c'est les mystères d'Éleusis qui ne sont pas mentionnés dans le dialogue, mais qui sont évidemment pour n'importe quel grec qui dit Perséphone dit mystère d'Éleusis, ça veut dire la même chose. Et donc, Éleusis, pour le voir de plus près, vous voyez, ça se trouve là, Athènes c'est là, Éleusis c'est là, donc c'est pas très loin, en même temps c'est quand même pas tout près, et les Athéniens y allaient à pied, pieds nus, dans des conditions initiatiques, ils avaient un baluchon, enfin bon, c'était une vraie expérience physique aussi, c'est pas de tout repos. Qu'est-ce que commémorent les mystères ? C'est une commémoration, les mystères. Ceux qui vont au mystère commémorent le mythe de Perséphone, c'est-à-dire cet enlèvement de Perséphone par Hadès, dont nous voyons là une représentation évidemment pas du tout grecque, c'est une représentation du 19e siècle, mais je la garde parce que je la trouve superbe. Il y en a plein d'autres, je vous en avais montré une dizaine l'autre fois. Et en cela, en commémorant l'enlèvement de Perséphone par Hadès, les mystes qui vont au mystère d'Éleusis, qui se font initier au mystère, car il y a quelque chose à quoi il faut être initié. C'est pas simplement parce qu'on connaît l'histoire du mythe qu'on est initié. Il y a donc une conversion. Le myste est là pour être initié, et donc c'est une affaire de conversion. Ce que commémorent ces mystes, c'est la lutte de Déméter pour faire revenir au jour Perséphone. Perséphone a été enlevée par Hadès, elle est sous terre, elle est dans l'Hadès, autrement dit dans l'enfer, au royaume des morts, et Déméter lutte avec Hadès, et sous l'autorité et l'arbitrage de Zeus, pour faire revenir sa fille, et elle veut récupérer sa fille, qui a été violée, le texte ne dit pas ça, mais elle a été abusée. Bon. Et donc, comme je vous l'avais dit l'autre fois, avec une erreur, d'ailleurs j'avais inversé, elle disparaît 3 mois par an. L'arbitrage de Zeus, c'est de dire, elle sera 3 mois par an avec son mari, parce que maintenant Hadès c'est son mari, et les 9 mois restants, elle ressortira à la lumière, près de sa mère, près de Déméter.
En fait, Déméter est une déesse de l'agriculture. Car évidemment, ce que décrit l'enfouissement de Perséphone et puis son retour au printemps à la surface de la terre, c'est la végétation, tout simplement. Hein. Pour les Grecs, 3 mois par an, il n'y a plus, c'est l'hiver. Voilà, les 3 mois, d'enfermement de Perséphone dans l'Hadès, c'est l'hiver. C'est le moment où tout est mort. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de végétation. C'est l'expérience de la mort. Et au printemps, tout revit, tout ressurgit. On pourrait parler évidemment de l'agneau pascal, voilà. Il faudrait faire ces liens qui sont fondamentaux. Bon, j'ai pas le temps de le faire. Je vous signale simplement que au début de la Bible, ce sont aussi des mythes agricoles qui sont en jeu, liés à la sédentarisation, et que ce soit le judaïsme, le christianisme, l'islam, ou ces mythologies-là, comme beaucoup d'autres qu'on trouverait en Inde, au Japon, partout en fait, hein, partout où il y a des cultivateurs. Pas dans les sociétés chamaniques qui sont des sociétés de chasseurs. C'est pour ça que c'est pas la même chose la société magique des chamans et la société mystagogique des cultivateurs. Hein. Partout où il y a des sédentarisés, c'est-à-dire où on n'est plus dans le nomadisme des chasseurs-cueilleurs, il y a des mythes de ce type-là et des pratiques rituelles de ce type-là. Si ça vous intéresse, lisez les textes de Mauss et de Durkheim sur ces sujets. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, cette référence au mythe est quand même surprenante chez Platon, mais en même temps elle est récurrente. Ça a été souligné par beaucoup de gens, dont Goldschmidt en particulier. Hein, Platon est toujours en train de condamner ce qu'il appelle ceux qui racontent des histoires, les poètes, etc., les prêtres, les sophistes, tout ça pour lui c'est des gens qui racontent des histoires, des salamalek on dirait aujourd'hui. Et en même temps il se réfère toujours aux mythes. Certains mythes qu'il produit lui-même, qu'il invente de toutes pièces, on en verra un, on en lira un bientôt, d'autres qui sont des mythes de la tradition. Ça veut dire que la relation... Enfin, en fait, ce que ça veut dire pour moi, c'est que Socrate, surtout, plus que Platon, Socrate, qui est le héros des dialogues de Platon toujours, est entre la société mythique et la société logique. Et il est la charnière, et donc il est sans cesse en train si je puis dire, de puiser dans les deux dimensions. Celle du passé, d'un passé archaïque, primordial, celle d'un avenir ou d'un futur, un processus qui est en train de se transformer. Et ça, c'est très intéressant pour nous. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Je pense que pour nous, les hommes du XXIe siècle, c'est spécialement important. Les hommes, c'est-à-dire les femmes, hein, vous m'entendez bien. Chez moi, les hommes, ça veut dire le genre humain. Pas les andresses, pas les mâles, pas les phallus. Dodds, l'helléniste dont on va lire tout à l'heure des textes, n'hésite pas à parler avec Socrate et même avant Socrate, dès les présocratiques, d'un processus qu'il désigne en allemand comme étant une Aufklärung. Aufklärung est voulant dire en allemand les lumières, hein, une illumination, c'est-à-dire désignant le mouvement philosophique du XVIIIe siècle occidental, en Europe occidentale. Pourquoi ? Parce que le XVIIIe siècle a été un mouvement d'émancipation, en particulier vis-à-vis de la religion. Pas seulement, mais en particulier vis-à-vis de la religion, de Voltaire jusqu'à Kant, qui était un religieux, qui défendait la religion révélée, mais qui disait en revanche la philosophie doit absolument se séparer. Et il y a une théologie possible peut-être, mais la philosophie c'est pas la théologie, et en aucun cas il n'est possible de philosopher en convoquant par exemple un concept de Dieu. Dieu peut être une idée, mais c'est pas un concept, si je puis dire. Mais plus généralement, Diderot, par exemple, était clairement et manifestement athée. Il le dit très vigoureusement, si je puis dire. Voltaire ne se dit pas athée, mais il est dans un rapport
essentiel de détachement vis-à-vis du religieux, etc., etc. Eh bien, si Dodds peut parler de Aufklärung à propos des présocratiques, c'est notamment à cause de ce présocratique-ci qui s'appelle Xénophane, qui vivait au début du VIe siècle, et c'est-à-dire à peu près un siècle avant Socrate, et qui disait: si un bœuf savait peindre, son dieu ressemblerait à un bœuf. Il remettait en question radicalement non pas tant les dieux eux-mêmes que les représentations mythologiques des dieux, c'est-à-dire le fait que Zeus se présente comme un homme, qu'Athéna se présente comme une femme magnifique, avec tous les canons de la beauté féminine, etc., etc. Et donc il récusait ces représentations des dieux. Et d'une façon générale, il récusait tout ce qui était facteur de la transmission de ces représentations. Donc, par exemple, les sculpteurs, mais aussi les peintres, si un bœuf savait peindre, mais aussi les poètes, qui présentaient tout ça d'une manière imagée, etc. Et donc, déjà à cette époque-là, il y avait quelque chose comme une certaine défiance, enfin pas défiance, mais une certaine méfiance plutôt, des Xénophane, un siècle avant Socrate, vis-à-vis des thaumaturges, comme on les appelle, les producteurs d'étonnement, les étonneurs publics, des rhapsodes, des aèdes, c'est-à-dire des poètes et des sophistes. Alors, ce que nous essayons de comprendre là, c'est comment Perséphone et plutôt plus généralement le dialogue Ménon se situe dans un passage de la civilisation du mythe, qui est en fait le contexte de l'Iliade et du monde d'Homère, 8e ou 9e siècle avant Jésus-Christ. On n'est pas dans la certitude absolue sur les datations, mais là ça remonte quand même à longtemps, 3 voire 4 siècles avant Socrate. C'est très longtemps avant Socrate, avant le texte que nous sommes en train de lire. Le passage de cette tradition à la cité athénienne où vit Socrate, et où domine maintenant un débat public qu'on peut appeler un débat dialectique, c'est-à-dire une confrontation entre pairs avec critique publique, espace public, bref, une rationalité, une pensée logique. Pour comprendre cela, donc, il faut voir ce que dit Dodds, je vais en reparler tout à l'heure, dans les Grecs et l'irrationnel, et on verra mieux à partir de là, je crois, ce qui se joue entre Ménon et le banquet. C'est-à-dire aussi entre Perséphone et Diotima, c'est-à-dire entre la mortalité, car Perséphone c'est une déesse de la mort, puisque son mari Hadès est le dieu des morts, et le désir. Perséphone incarne la mort, d'une certaine manière, évidemment une mort assez particulière, parce que c'est une mort qui revient, c'est-à-dire qui ressurgit, et que l'on pourrait presque considérer comme une immortalité, mais j'essaierai de vous dire pourquoi. À mon avis, ça n'est pas une immortalité, même si le texte de Platon dit athanatos, c'est-à-dire immortel, si on traduit littéralement. Et d'autre part, la relation au désir dans Diotima, dans le banquet. J'essaierai de montrer comment il y a un rapport entre les deux, et que c'est ça l'enjeu du lien entre Ménon et le banquet. Évidemment, pour ceux qui ont une petite culture psychanalytique ou freudienne, vous me voyez venir avec mes gros sabots. Étant donné que Freud, en particulier en 1920, 21 et 23, va faire une relation entre le désir, la pulsion sexuelle et la pulsion de mort, vous voyez bien que je suis en train d'essayer d'articuler des choses qu'on retrouvera au début du XXe siècle, dans un langage absolument différent, s'appuyant sur une clinique médicale avec des malades soignés à l'hôpital, etc., des malades ou des patients, ou des gens en cure analytique. Bon. Et c'est aussi ça l'enjeu de ce cours pour moi. C'est depuis Platon, rebondir sur Freud, et depuis Freud, malgré Michel Onfray, passer dans le XXIe siècle. J'ajouterais que Diotima dira dans le banquet que
je vous l'ai dit tout à l'heure, la sophia, la sagesse, c'est l'objet du désir. Mais d'autre part, si cette Diotima est une prêtresse, si Platon a fait appel à une prêtresse pour initier Socrate à l'objet du désir, à ce que c'est que la question de l'objet du désir, c'est parce que l'objet du désir, c'est un mystère. Et peut-être un mystère sans solution, qui ne sera jamais éclairci. Parce que si vous éclaircissez le mystère de l'objet d'un désir, par exemple, il s'évanouit. Ah, vous voulez l'attraper, comme dit Aragon, vous voulez... Comment c'est le vers d'Aragon? Vous voulez étreindre votre objet de désir et vous le broyez. Il croit étreindre l'objet de son... J'arrive plus à retrouver le vers d'Aragon, ça me tue ça quand même. Pardon? C'est son bonheur. Voilà, oui, mais le bonheur, le bonheur, c'est Elsa le bonheur là en l'occurrence. Oui, il croit serrer son bonheur, et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Voilà. Quand il croit enfin le tenir, il le détruit. Ça, c'est absolument fondamental. Tous ceux qui ont aimé, qui ont eu des histoires d'amour véritables, connaissent ça. Ce désir de serrer, qui ressemble beaucoup à ce qui se passe dans des souris et des hommes. Vous voyez, hein? Benji, il lui serre le kiki d'un seul coup. Et la mort est là. Ce désir de serrer, et en même temps, ce fait que ça se dessert parce que l'objet est plus grand que vous, tant qu'il y a un mystère. Après, il n'y a plus de mystère, c'est la mort. C'est ça l'enjeu de la lecture que je vous propose de Platon. Tout ça pour aboutir à être capable de comprendre pourquoi il est possible de démontrer un théorème de mathématiques. Et je ne plaisante pas du tout. C'est ça l'enjeu de la démonstration mathématique. C'est ça l'enjeu de la question de savoir ce que c'est que la vertu. C'est ça l'enjeu de ce que Aristote appellera l'ontologie, c'est-à-dire le discours sur ce qui est. C'est-à-dire, c'est ça l'enjeu de la fondation de toute science. Vous verrez bientôt que, bien sûr, si je dis ça, c'est parce que, je vous l'ai déjà dit, l'objet de la science, c'est l'objet idéal. Par exemple, le point géométrique est un objet idéal. L'objet de l'amour, c'est l'objet idéal. De l'amour ou du désir. Un objet ne peut être désiré que idéalisé, infinitisé. Donc c'est l'idéal qui constitue le point de tout ça, le point de convergence de tout ça, le point de fuite de tout ça. Alors il y en a qui vont dire « Ah, vous l'avez bien dit, Stigler est un idéaliste, c'est-à-dire un réactionnaire. » Et bien ça, je m'expliquerai dessus plus tard, parce que ça, c'est des réactions de Benet, qui se contentent de petites catégorisations journalistiques, et qui ne sont jamais vraiment rentrés dans les soutes de la pensée. Bon, mais on y reviendra. Quoi qu'il en soit, ce que nous voyons à travers ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans Ménon, qui est le dialogue, je vous rappelle, que nous sommes en train de lire, parce que Socrate, il parle de l'anamnésis, je résume encore une fois, j'y reviendrai encore tout à l'heure, si j'ai le temps. Ménon dit à Socrate, tu me demandes de chercher ce que c'est que la vertu, mais tu te fous de moi, parce que si tu la connaissais pas déjà, tu la reconnaîtrais pas, donc tu la cherches pas. C'est ça l'aporie. Et Socrate répond, en fait, oui, tu as raison, je la connais déjà, mais je l'ai oubliée. Et donc, je la connais déjà parce que je l'ai toujours déjà connue. Elle était là avant moi, d'une certaine manière, avant, en tout cas, moi, en tant qu'être incarné dans un corps, en tant que mortel qui habite Athènes, etc., je l'ai hérité de quelque chose qui était dans mon âme. Et ça veut donc dire que je la reconnais, j'en ai eu, en français on dirait un ressouvenir, Proust dirait une réminiscence, en grec, anamnésis. Eh bien, l'anamnésis, Socrate dit, c'est le fondement de tout savoir. Un savoir qui ne passe pas par une anamnésis n'est pas un savoir. Ça, on verra en détail dans 3 semaines, lorsque nous lirons la démonstration de la surface du carré par l'esclave, et non pas par Socrate, en tout cas c'est ce que prétend Socrate. Nous verrons que nous verrons pourquoi l'anamnésis est la condition de tout véritable savoir.
ou disons plutôt de toute véritable connaissance, car ça n'est pas exactement la même chose, le savoir et la connaissance. On peut savoir faire du vélo sans connaître les conditions dans lesquelles il est possible de faire du vélo. Ce n'est pas tout à fait la même chose, savoir et connaissance. En anglais, on ne peut pas distinguer, mais en français, on distingue très bien. Quoi qu'il en soit, l'anamnésis, qui est donc la base du savoir, pour Socrate, plus que la base, qui est le savoir en tant que connaissance, savoir en tant que tel, eh bien, dans Ménon, nous voyons que c'est ce qui passe par le royaume des morts. C'est ce qui passe par Hadès et par Perséphone, et par ceux qui nous initient à leur mystère, c'est-à-dire par les mystagogues, par les poètes, etc., qui reviendront. Les poètes, c'est les héros du banquet, ça commence par là. Agathon, c'est un poète. Bon, on commence par célébrer en buvant du vin, en se saoulant, pour parler clairement. Et on va voir pourquoi c'est pas par simple plaisir de parler de la beuverie et de l'ivresse, et du savoureux paradoxe de voir Socrate, ce sage, se saouler et les autres lui dire « Ah, qu'est-ce que tu tiens bien le pinard !» parce que ça, c'est vraiment ça. C'est pas simplement pour le plaisir de ça qui toujours est un petit peu perturbateur pour l'académie, pour l'école, pour l'institution, que je dis ça. C'est parce que vous allez voir tout à l'heure, là, très précisément, que l'ivresse, l'athée, la folie, c'est l'esprit du vin, mais qui est aussi l'esprit en général, dans la Grèce archaïque. En général, pas simplement l'esprit du vin. Et c'est pas par hasard que Platon fait commencer ce dialogue du banquet par une beuverie, dédiée à un poète. C'est une histoire d'ivresse, de folie, de délire. Ça commence par le délire alcoolique, et ça termine par le délire amoureux, sublimé. Je parle du banquet. Si je vous dis que l'anamnésis passe par le royaume des morts, c'est-à-dire par Hadès, ça veut dire qu'elle passe par le monde mythologique, c'est-à-dire par le monde du mythos. Elle est fondée primordialement dans la culture du mythos, cette anamnésis. Si on veut répondre à l'aporie de Ménon, quand on veut répondre à l'aporie de Ménon, il y a toutes sortes de cas où l'anamnésis est mise en jeu et en œuvre sans qu'on ait à répondre à une aporie de Ménon. Par exemple, typiquement, quand on verra tout à l'heure, la semaine prochaine, dans 3 semaines, quand on verra Socrate interroger l'esclave et susciter en lui maïotiquement, c'est-à-dire le faire accoucher d'une anamnèse, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est la première maïotique de Socrate, il le fait accoucher de la vérité. Il ne s'agit pas de l'aporie de Ménon, il ne s'agit pas d'une aporie, et donc l'esclave ne va pas repasser par la mythologie. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a plusieurs types d'anamnésis. Là, on a affaire à une anamnésis primordiale, à l'anamnèse de toutes les anamnèses, je veux dire, à l'anamnèse de ce qui rend possible les anamnèses. Vous comprenez ce que je veux dire, hein ? Et là, on y reviendra plus en détail, à nouveau, mais je le dis tout de suite. Socrate dit, pour répondre à une question comme celle-là, je suis obligé de sortir du champ logique. Je suis obligé de passer dans le champ mythologique. Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais je suis obligé de passer par les prêtres et les poètes. Cette anamnèse-là, qu'on pourrait appeler la proto-anamnèse ou l'archi-anamnèse, l'anamnèse par excellence, celle qui va le plus profond dans l'anamnésique, le plus au fond de ce dont il est possible de se ressouvenir, eh bien, il semble bien qu'elle relie intimement et irrémédiablement ces deux mondes apparemment opposés que sont le monde du mythos et le monde du logos. Il semble bien qu'elles n'appartiennent pas purement et simplement au monde du logos et que du coup on ne puisse pas la dire simplement logique. C'est capital cette affaire, hein. Si on dit ça, et si on suit mon analyse et la position de Platon, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui dépasse l'entendement, si vous parlez, pour parler dans le langage moderne. Hein. Au niveau de la raison même dépasse l'entendement. Je vous signale que Kant le dira d'une certaine manière. Hein. Kant dira, il ne faut pas confondre la raison et l'entendement.
Est-ce que ça veut dire que du coup on ouvre la porte au retour de toutes les mystagogies, magie, irrationalité, etc., voire astrologie ou je ne sais pas quoi? Pas du tout, évidemment, hein, pas du tout. Ça veut dire qu'on est en train d'entrer dans les soutes de ce que j'appellerai bientôt l'inconscient. Car ce qui est en jeu là-dedans, c'est l'inconscient. Mais ça, on ne le verra pas tout de suite. Pour éclairer tout ceci, pas éclairer, parce que ça ne s'éclaire pas, mais pour tenter de l'éclaircir un peu, disons, hein, y voir un peu plus clair, en restant toujours un peu dans la pénombre, il faut commencer par étudier la notion d'athée. A-T-E accent grave ou accent circonflexe, alpha, theta, eta, si vous voulez le dire en grec. Je ne vous l'ai pas remis en grec, maintenant vous commencez à vous débrouiller tout seul avec le grec peut-être, donc voilà, l'athée vous la trouverez, de toute façon vous allez sur Wikipédia où on trouve absolument tout comme au Galeries Lafayette, et du bon et du mauvais, et vous tapez A-T, E, accent circonflexe, vous trouverez les caractères en grec. Wikipédia, c'est génial. J'en reparlerai de Wikipédia ici. Et de Google. Parce que tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est aussi pour essayer de penser Wikipédia et Google. Mais pour le moment, je n'en parle pas. Donc, il faut étudier pour comprendre toutes ces questions entre le mythologos et le logos, la mythologie et le logos à proprement parler. Il faut étudier la pensée de la notion de l'athée, analysée par Dodds. Dodds qui en propose une genèse, qui propose d'en décrire l'évolution, qui commence donc, puisque ce mot d'athée vient d'Homère. Homère, on peut le faire remonter au IXe siècle, la datation n'est pas certaine. Homère, c'est une tradition homérique orale, hein, il n'y a pas d'écriture au IXe siècle, n'oubliez jamais tout ça. Mais l'écriture apparaît au 8e, à la fin du 8e, à travers toute la tradition homérique qui transmet jusqu'à Socrate. Elle est encore extrêmement vivante, cette tradition homérique. Hein. Tous les mômes qui vont à l'école à l'époque de Socrate apprennent Homère, ils connaissent Homère par cœur, ils l'étudient. Hein, c'est le poète qu'on l'étudie, absolument. On ne peut rien comprendre aux autres si on n'a pas commencé par celui-là. C'est fondamental. Hein. Vous voyez bien que le fondement de la société grecque, c'est un poète mythologique. Bon, c'est très important. C'est ce qu'on appellera plus tard la littérature, au sens où James Joyce reparcourra toute l'histoire de la littérature depuis l'Iliade et l'Odyssée. James Joyce, dont j'ai appris il y a peu de temps qu'il a vécu à côté d'ici, à 80 km, et qu'il y a une association James Joyce à côté d'ici, qui d'ailleurs va se rapprocher de l'école de philosophie d'Épineuil. Bon, je ferme cette parenthèse. Je vois que ça en fait saliver quelques-uns. Si nous voulons comprendre de quoi parle Socrate lorsqu'il emploie le mot psyché, en latin psyché, âme, et lorsque il dit tout à coup « Stop, mon daimon me parle, foutez-moi la paix », et il se retire. Ce qui arrive souvent, et en particulier au début du banquet. Tout à coup, arrêt, le daimon s'est emparé de Socrate. Mais d'où sort-il celui-là? Socrate dit être un être démonique. Il dit « je suis démonique, je suis habité par un démon ». Et c'est ça ma sagesse, c'est-à-dire ma non-sagesse, c'est-à-dire mon rapport à la sagesse que je désire, mais qui me dépasse. Si on veut comprendre ça, il faut étudier l'athée, qui est, par exemple, ce qui saisit Agamemnon, donc nous voyons là sur son char, Agamemnon qui est un des très grands personnages de l'Iliade. En voici une autre représentation. Ça, c'était une représentation à la grecque, mais du XXe siècle. Ça, c'est un vase grec. Et en voici un autre. Dodds montre que Agamemnon est habité par une athée, saisi plus exactement, possédé par une athée. Athée, là, Dodds traduit par folie.
Voilà, insufflation divine de la folie, athée. Agamemnon, donc, dit à Achille, il dit, ce n'est pas moi qui suis coupable, c'est Zeus, le destin, l'Érinis, qui marche dans l'obscurité. Ceux-là, c'est-à-dire les dieux, mirent dans mon entendement une athée farouche, une folie farouche, une fureur. Et plus bas, ici, Dodds dit, si Agamemnon avait agi de son propre gré, il n'aurait pas pu avouer ses torts si aisément, mais les choses étant ce qu'elles sont, il paiera les prix de son action. C'est-à-dire que Agamemnon reconnaît qu'il a des torts, oui, il va payer, hein, oui, il ne conteste pas, je dois payer, mais ce n'est pas lui qui est à l'origine de ce qu'il doit payer, ce sont les dieux. Alors c'est pas pour autant qu'il ne va pas payer, il va payer quand même, hein. C'est sa moira, comme disent les Grecs, c'est son lot, c'est son destin. Et plus loin, dans la suite, il dit, Dodds toujours, l'athée est un état d'âme, un obscurcissement, une perturbation momentanée de la conscience morale, une folie passagère, etc. L'athée peut être produite naturellement par le vin. Pardonnez-moi, j'ai sauté la phrase importante. Dans l'Odyssée, il est dit qu'une consommation excessive de vin produit l'athée, mais il y a sans doute lieu de comprendre non pas que l'athée peut être produite naturellement, mais plutôt que le vin a en soi quelque chose de surnaturel et de démonique. Ça, c'est très très important pour notre future lecture du banquet. S'ils sont tous en train de boire du vin, ils font ce qu'on appelle des libations, c'est parce qu'ils sont en train de pratiquer des pratiques, ils sont dans des pratiques démoniques et sacrificielles d'ailleurs. Sacrifices qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le culte chrétien. Parce qu'on boit le sang du Christ, c'est du vin, ce sont des restes, tout ça, de ces très anciennes traditions qui existent partout. Vous trouvez ça aussi au Japon, c'est pas du vin, c'est de l'alcool de riz, mais c'est de l'alcool. L'athée peut donc être le fait du vin, et évidemment, il occupe cette place, le vin, dans le banquet, à côté de l'ivresse produite par le vin, ou par l'amour, et qui conduit au délire, mania, au délire amoureux. C'est plus simplement l'athée, la folie, le coup de folie. Athée, ça veut dire le coup de folie. C'est un coup. Mais le délire, c'est pas un coup de folie. Quand on verra Diotima parler d'Orphée, etc., c'est pas un coup de folie, il est dans le délire constamment. Et c'est le roi des poètes. Alors, l'athée, c'était aussi le fait du daimon, au sens que ce mot pouvait avoir dans l'Odyssée. Car on parle déjà de daimon dans l'Odyssée. Il y a intervention d'un daimon. Daimon, il faut dire, si on prononce bien. Quand est-ce qu'il y a intervention d'un daimon ? Exemple, ici, quand un homme a une idée particulièrement brillante. C'est plus du délire, là. C'est de l'arrêté, de la vertu, de l'excellence. Quand il est particulièrement excellent, si vous voulez. C'est le daimon. Ou stupide, à l'inverse. C'est-à-dire quand il est dans l'excès, c'est encore le daimon. Quand il reconnaît soudain l'identité d'un personnage, ou voit dans un éclair le sens d'un présage, la divination. Quand il se souvient de ce qu'il aurait pu oublier, l'anamnésis. C'est pas ce que dit Dodds, il a l'air de ne pas voir que ça parle de l'anamnésis, mais il est évident. Et dans ce cas-là, dit Dodds, il y a une intervention psychique d'un de ces êtres surnaturels anonymes qu'on appelle daimones. Alors ça, c'est très intéressant pour nous. Vous voyez bien, on est en train de parler d'anamnésis, avec un Socrate qui est régulièrement saisi par son daimon. Il nous explique que l'anamnésis, c'est quelque chose qui vient de l'Hadès. L'Hadès, qu'est-ce qu'il y a dans l'Hadès ? Des démons, des âmes de mort.
Et ces âmes de mort peuvent revenir. C'est ce que va nous dire le mythe de Perséphone bientôt. Donc vous voyez bien l'ancrage mythographique, on pourrait dire, profond de la théorie de Socrate. Un peu plus loin, une remarque de Dodds intéressante. La reconnaissance, l'intuition, le souvenir, l'idée brillante ou perverse ont tous ceci en commun qu'ils entrent subitement, comme on dit, dans la tête. Ça me prend dans la tête. On pourrait dire, la tête, ça saisit mon corps, une fureur qui n'est pas forcément dans ma tête. Hein. C'est souvent, on dit les tripes. Hein. On réagit avec ses tripes, comme on dit, hein, dans la fureur, par exemple. Mais là, c'est dans la tête que ça se situe. C'est dans l'âme et dans la tête. Et il y a quelque chose qui entre tout à coup dans la tête, par le daimon. Il y a un instant, ils ne les avaient pas à l'esprit, maintenant ils y sont. Quelque chose les y a mis, et ce quelque chose est un autre que lui-même. Voilà ce sur quoi je veux insister. L'autre. Tout à coup, en moi, surgit un autre que moi. Qui est en moi. Si j'y insiste, bien sûr, là aussi, c'est à cause de Freud, de ce que je dirais de l'inconscient, et aussi de Jacques Lacan. Jacques Lacan, qui est un freudien, qui a développé une théorie de l'autre, si j'ose dire, à partir de l'inconscient, du petit autre et du grand autre, qui est extrêmement importante, et qui pose, j'en reparlerai un petit peu, j'en parle beaucoup dans le séminaire que je fais parallèlement à cette école. Si certains veulent y accéder, qu'ils nous le disent et on leur donnera le code d'accès. On ne le donne pas accessible à tout le monde pour des raisons que je ne développerai pas maintenant, mais si vous êtes intéressés, et s'il y a des gens qui regardent ces cours en ligne, il y a 4000 personnes maintenant qui regardent ce cours, on en est très contents, et qui veulent accéder à ce séminaire, qu'ils en fassent la demande. Quoi qu'il en soit, l'autre, eh bien, il est en moi, dans l'inconscient. Et donc je pense qu'ici, je suis très étonné que ces textes n'aient pas été commentés par les psychanalystes, ni par Freud, ni par Lacan, en tout cas à ma connaissance. Il y a un commentaire du Ménon de Lacan, mais il s'intéresse beaucoup à la démonstration de la calcul de la surface du carré, mais tout ce que je dis là, apparemment, c'est pas, à moins qu'il y ait des textes que je ne connaisse pas, mais dans ce que je connais, il a l'air de ne pas l'avoir vu. Or, ça concerne la psychanalyse fondamentalement. Et avec la psychanalyse, on peut réinterpréter Platon, avec la théorie freudienne et lacanienne, tout à fait autrement. Alors, un peu plus loin, Dodds dit que chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'écarte de la norme, que ce soit dans le comportement d'un homme, mais aussi, par exemple, s'il y a une inondation, tout à coup un comportement anormal du ciel, une grêle terrible qui détruit tout, etc., on va attribuer ça à des puissances de ce type-là. Hein. Y compris le comportement inhabituel de la corde d'un arc, dit Dodds. Il se réfère là à des sources qui m'échappent totalement, mais enfin je suppose qu'il y a un texte qui parle du comportement anormal des cordes d'arc et qui attribue ça à des puissances surnaturelles. Bon. Quoi qu'il en soit, tout ça, à quoi est-ce que ça sert ? Eh bien, ça sert à décrire, finalement, tout ça c'est le premier chapitre du livre qui s'appelle Les Grecs et l'irrationnel, ça sert à décrire et à étayer une thèse qui est que chez les Grecs, il n'y a pas de culpabilité. Nous ne sommes pas dans une société de culpabilité, mais dans une société de honte. Je vous rappelle que honte, en grec, se dit aidos. Et je vous rappelle que je soutiens, avec l'assentiment d'un certain nombre d'amis hellénistes à qui j'ai posé la question, que aidos, le mot aidos, vient de Haides, qui veut dire Dieu de la mort. Et qu'il y a donc un lien fondamental entre la honte et la mortalité et le Dieu de la mort. La civilisation de la honte, c'est celle de l'aidos, c'est-à-dire, on va le voir, à travers Dodds également, de ce qu'on appelle la timée. La timée, mais aussi le kléos. Le kléos, dont Dodds ne parle étrangement pas, et qui désigne la réputation, la renommée, la gloire, la reconnaissance,
etc. Je suis assez surpris que d'autres n'en parlent pas, mais moi je vous en parle parce que j'y reviendrai. Quoi qu'il en soit, ici,